Bienvenue pour cette nouvelle lecture. Cette fois-ci, je vous propose de retrouver le grand maître du récit, qu'est bien sûr Pierre Bellemare, avec un récit tiré de son livre qui s'appelle « C'est arrivé un jour » numéro 3. Ce récit s'appelle « Le mot de passe » et c'est bien sûr une histoire surprenante, étonnante, insolite, qui est arrivée à un jeune étudiant anglais. Mais avant de me lancer, il me reste encore une petite chose à vous dire, et là je suis sûr que vous savez. Si vous avez aimé, eh bien pensez à liker, à partager, et puis abonnez-vous. Voilà, maintenant c'est parti pour la lecture, on se retrouve à la fin. Le mot de passe. Walter Johnson vient de rater le train qui devait le reconduire au collège, et il n'y en a pas d'autre avant le lendemain matin. Le voici donc contraint de passer la soirée et la nuit à Londres. Sous la grande pendule de Waterloo Station, il compte la maigre fortune que contient son portefeuille, lorsqu'un homme s'approche de lui et lui glisse à l'oreille. « Je vous avais dit que le beurre n'était pas bon pour le mécanisme. » Tous les enfants anglo-saxons connaissent cette phrase par cœur. C'est un extrait d'Alice au pays des merveilles, ce qui correspond à notre petit chaperon rouge. Aussi, dans un réflexe amusé, Walter répond « Et pourtant, c'est du beurre de la meilleure qualité. » Satisfait de la réponse, l'inconnu enchaîne. « Rendez-vous à 20h, 172 Brixton Road. » Puis, montrant l'horloge au-dessus d'eux, il ajoute « Vous avez 6 minutes d'avance. Ce soir, tâchez d'être à l'heure, sans plus. » Et avant que l'étudiant ait pu dire un mot, l'homme a disparu dans la foule. Intrigué au plus haut point, Walter note l'adresse pour être sûr de s'en souvenir et décide de guetter l'arrivée de celui dont il a, sans le vouloir, usurpé l'identité en arrivant 6 minutes avant lui. À 17h, très exactement, un homme s'arrête sous la pendule, sort son portefeuille et compte ses billets, comme il l'avait fait précédemment. Chapeau mou, imperméable, fine moustache, on le croirait sorti tout droit d'un film de gangster. Walter le regarde un instant, indécis, puis une idée le pousse en avant. « Je vous avais dit que le beurre n'était pas bon pour le mécanisme. » Sans l'ombre d'une hésitation, l'inconnu donne la réponse. Alors, dans un souffle, Walter lui dit « Filez, quittez la ville, ils savent tout. » Sans demander son reste, l'inconnu range son portefeuille et s'éloigne rapidement. Persuadé qu'il a mis la main sur une affaire, Walter fonce aussitôt au commissariat et raconte son histoire au sergent qui l'écoute avec attention, mais déclare que la seule chose à faire est de se rendre à l'adresse indiquée. Un quart d'heure plus tard, Walter Johnson, en compagnie du sergent Perfect, arrive au 172 Brixton Road. Mais le 172 est un trou. Un trou béant au fond duquel des ouvriers travaillent aux fondations d'un futur building. La déception de Walter est grande, car il est certain d'avoir bien retenu l'adresse. Le sergent Perfect, lui, jette un coup d'œil au bâtiment voisin et, ne trouvant rien de suspect, raccompagne l'étudiant à Waterloo Station. Walter s'excuse de l'avoir dérangé pour rien et, pour tuer le temps, décide d'aller au cinéma. Mais comme il hésite sur le choix du programme, une évidence lui vient à l'esprit. L'homme qui a donné le rendez-vous ne lui a pas dit de venir dans un lieu précis, mais devant un numéro précis. Il suffit donc d'être à 20h devant le 172 Brixton Road pour connaître la suite des événements. Trouvant ce programme beaucoup plus excitant que n'importe quel film, Walter se fait déposer par un taxi à 20h précises
devant l'immeuble en construction, et immédiatement, une voiture stationnée un peu plus loin avance à sa hauteur. Le conducteur se penche, comme pour lui demander un renseignement, et dit « Cette jeune fille armée de 7 balais. Si elle balayait pendant 6 mois, croyez-vous qu'elle pourrait tout nettoyer ?» Enchaîne tout naturellement le jeune homme, puisant toujours dans ses souvenirs d'Alice au pays des merveilles. « Monte !» dit le conducteur en ouvrant la portière. Au moment de franchir ce pas, une sorte de vertige s'empare du jeune homme, qui réalise tout à coup son incroyable inconscience. L'espace d'un instant, il songe même à s'enfuir à toutes jambes, tant sa panique est grande. Mais l'autre est là, qui se penche. « Alors, tu montes, oui ?» Walter jette un ultime regard autour de lui, mais ne voit personne à qui demander une aide éventuelle. Alors, maudissant son idée, il monte et la voiture s'en va. Quelques minutes plus tard, le véhicule s'engouffre dans un parking souterrain et s'arrête à côté d'une immense Cadillac noire. D'un signe de tête, le conducteur, qui n'a pas échangé un mot avec lui durant tout le parcours, l'invite à descendre, puis le fait monter à l'avant de la grosse voiture. Un véritable corbillard, pense le jeune homme, qui sursaute au son d'une voix sèche. « Bonsoir, monsieur Bronson. » Walter se retourne. 2 hommes sont assis derrière. Celui qui l'a salué fume un énorme cigare. Il est, lui aussi, la parfaite caricature du gangster américain. Chapeau à bords roulés, lunettes noires, foulard de soie, par-dessus mastic, gants beurre frais. Le son métallique de sa voix fait passer un frisson dans le dos du jeune homme. Votre client est descendu au Carlton Tower. Son secrétaire a commandé une voiture pour 21 heures très précises. Le mot « client » évoque instantanément l'idée de mort dans l'esprit de l'étudiant. Ainsi, par bêtise, il a pris la place d'un tueur chargé de descendre un homme à la sortie d'un palace. À nouveau, une envie folle de crier la vérité et de tout expliquer lui monte aux lèvres. L'homme au cigare a vu son trouble. « Quelque chose vous gêne, monsieur Bronson ?» Walter s'entend répondre un peu trop vivement peut-être. « Non, non, le cigare sans doute. Je suis allergique à la fumée. » L'homme s'excuse et ouvre sa vitre tout en continuant à donner ses instructions. C'est Baboukian qui nous intéresse en priorité. S'il sort le premier, tuez-le et filez. Si c'est Berzov qui sort en tête, laissez passer. Maintenant, s'ils sortent ensemble, tuez-les tous les deux en commençant par Baboukian. On m'a dit que vous ne manquiez jamais votre cible, monsieur Bronson. Je l'espère pour vous, car Johnny, qui vous couvrira sur la banquette arrière, a consigne de veiller à la bonne exécution de nos ordres. Voici maintenant les photos des 2 hommes, plus une enveloppe avec 500 livres. Le reste vous sera remis après. Je suppose que vous avez votre arme personnelle. L'homme au cigare jette un regard vers la petite valise que Walter a posée sur ses genoux. Le jeune homme sent une sueur froide lui mouiller la nuque. Dire oui, c'est reculer l'échéance pour mieux sauter. Dans ces moments-là, le cerveau fonctionne en accéléré. L'homme a dit « je suppose ». Supposer n'est donc pas une obligation absolue. « Justement non », répond Walter d'une voix qu'il veut assurer. « Je ne voyage jamais avec mes armes, c'est trop dangereux en ce moment. » L'homme au cigare reste un moment silencieux. « C'est votre droit, monsieur Bronson. Marc vous prêtera son revolver. Il est très précis. N'est-ce pas, Marc ?» L'homme qui est venu le chercher au 172 Brixton Road et qui s'est installé au volant de la Cadillac opine du chef en silence. « Pas de questions à me poser, monsieur Bronson ?»
Oh si, il en aurait des questions à poser, le malheureux Walter. Mais à présent, il ne peut plus reculer. Non, non, tout est clair. À 20h55, la Cadillac tombe en panne juste devant le Carlton Tower. Sous le capot levé, Mark feint d'être absorbé dans les difficultés mécaniques. La vitre avant gauche grande ouverte laisse voir un Walter plutôt anxieux. Sur ses genoux, dissimulé sous un journal, il serre la crosse du revolver que lui a passé le conducteur. Lorsqu'il a reçu l'arme, il a eu envie un instant de s'en servir, mais il n'a pas osé. Ce n'est pas facile de tuer un homme pour la première fois. Et pourtant, dans quelques minutes, Walter le sait, il sera mort. Dans son dos, Johnny ne lui fera pas de cadeau et ce jeu imbécile va se terminer en tragédie. 20h59. Mark s'essuie les mains et referme le capot de la Cadillac, tandis que Walter est pris d'une sorte de tremblement qu'il a du mal à maîtriser. Il ne manquerait plus que les autres s'en aperçoivent. Un tueur qu'à la tremblote. À 21h, Mark ouvre sa portière. « Attention, les voilà !» Walter jette un regard derrière lui. Johnny a sorti son revolver. Il lui fait un petit signe. Est-ce un encouragement ou une menace? On m'a dit que vous ne manquiez jamais votre cible, monsieur Bronson. Je l'espère pour vous. C'est donc une menace. Une foule d'idées tournoient dans la tête du jeune homme sans qu'aucune ne vienne vraiment céder le pas aux autres. Que faire? Se retourner et tirer sur Johnny? Tirer sur les deux hommes qui sortent de l'hôtel? Faire semblant d'avoir un malaise? Faire exprès de tirer en l'air? « Allez, vas-y !» murmure à ses côtés le chauffeur prêt à démarrer. Lentement, Walter lève son revolver à la hauteur de son épaule. Alors, un bruit épouvantable explose à ses oreilles, tandis qu'une force prodigieuse le projette en avant, et au même moment, il bascule dans le néant. Lorsqu'il reprend ses esprits, Walter Johnson est à l'hôpital. Un visage souriant se penche sur lui, celui du sergent Perfect. Vous en serez quitte pour un bras cassé et une énorme bosse au front. Et le policier raconte. Lui aussi a eu la même réaction que l'étudiant. À 20h, dans une voiture banalisée, il est venu se poster à proximité du 172 Brixton Road. Il a vu Walter arriver puis repartir en voiture, et il les a suivis. Lorsque la Cadillac est sortie du parking, il l'a suivie également, tout en demandant par radio l'identité du propriétaire. Un individu bien connu de la pègre internationale. Alors il s'est caché à quelques dizaines de mètres de la Cadillac lorsqu'elle est tombée en panne devant le Carlton Tower. Et, au moment où Walter a sorti son revolver, il a appuyé à fond sur l'accélérateur. Sa voiture est venue percuter de plein fouet la Cadillac. Ses adjoints n'ont eu aucun mal à maîtriser les deux gangsters, étourdis par le choc. Tenez, en guise de conclusion, je vous ai apporté ça. Walter tend sa main gauche, la seule qui soit libre pour quelques semaines encore, et prend le cadeau du policier. Un très bel exemplaire d'Alice au pays des merveilles. J'espère que cette histoire vous a plu, qu'elle vous a amusé, et il me reste maintenant simplement à vous dire à très bientôt pour un nouveau rendez-vous lecture. Salut, salut!